Ça y est, on arrive sur le dernier bilan de l'année 2025 avec McLaren. On a fait toutes les écuries qui étaient derrière jusque-là. D'ailleurs, je ne peux que vous inviter à aller les voir avant de regarder cette vidéo. Si ce concept te plaît, je te laisse liker cette vidéo, ça m'encourage énormément. Abonne-toi si c'est toujours pas fait. Et on est parti pour débriefer l'année 2025 de McLaren, ô combien contrastée. Okay, let's go. 5e en 2022, lors de la première année de l'ère à effet de sol, Zak Brown assume et montre clairement qu'il a en plus le soutien total de McLaren. Ils le savent, ils ont pris du retard, mais d'ici les 2 ou 3 ans à venir, ils seront au devant de la scène, ils joueront les podiums, les victoires, et peut-être même plus. Alors, en 2022, je sais pas beaucoup s'il y en a qui les ont crus. La saison n'était pas non plus ultra catastrophique, ils terminent 5e du classement constructeur, mais ils sont véritablement très très loin de la tête. Bon, le résultat est sans appel, ils sont champions en 2024, également du coup en 2025, constructeurs et pilotes cette fois. L'objectif est plus que rempli. Quand on compare la saison 2022 avec celle de 2025, où ils ont d'ailleurs une marge immense sur le deuxième, qui était Mercedes du coup, dont on a fini le bilan il y a quelques jours. Bon, quand on compare avec 2022, l'écart est faramineux. Ils ont en plus une marge immense en 2025 sur le deuxième, qui était Mercedes, dont on a fait le bilan il y a très peu de temps. Plus de 400 points d'écart. Plus de 400 points d'écart. Là, c'est clair, le pari est totalement réussi. Bah alors oui, mais dans ce cas-là, pourquoi faire un bilan? La saison de McLaren est géniale. Ils sont champions pilotes, ils ont le championnat constructeur, ils ont 400 points d'avance sur tout le monde, ils ont de la marge. Zak Brown a toutes les confiances de McLaren. McLaren est clairement devant tout le monde. La saison est alors parfaite? Non. non. Et il y a au moins 3 ou 4 teams qui ont fait une bien meilleure saison que McLaren. Dire ça alors qu'on vient de dire de là où ils étaient en 2022 par rapport à 2025 et le nombre de points qu'ils ont d'avance, c'est dire. Alors là, pour le coup, je vous l'ai pas dit sur les autres bilans, mais on a quand même pas mal de choses à se dire. Installez-vous confortablement parce que leur saison a été assez longue, complète, même complexe. On a vraiment beaucoup de choses à se dire. Alors là, comme pour toutes les autres écuries, ça me semble assez pertinent. J'aimerais bien savoir pourquoi on en est arrivé là en 2025. Et donc, on s'intéresse à ce qui se passe en interne et ce qui s'est surtout passé en 2024, fin 24 aussi, pour voir comment ces résultats de 2025 se sont produits. Okay, let's go. Donc pour rappel, en 2024, McLaren est champion constructeur, ne sont pas champions pilotes, avec 666 points. Très joli total, mais c'est uniquement une dizaine de points d'avance sur le second, qui n'était d'ailleurs même pas Red Bull, qui était Ferrari. Côté pilote, Lando Norris lui se classe 2e, quand Oscar Piastri n'est que 4e, derrière Charles Leclerc. Mais il y a surtout presque 100 points d'écart entre Lando Norris et Oscar Piastri. Oscar Piastri qui, malgré tout, manque un peu d'expérience, il était sur sa 2e saison. Ouais, il a marqué le coup. 100 points d'écart, c'est quand même assez important. Oui, sauf que quand on sort un petit peu des chiffres et qu'on regarde sur la piste, cette saison, elle a quand même une autre saveur. C'est vrai, Lando Norris, à partir d'Imola, donc au 8e Grand Prix, il joue déjà dans la roue de Max Verstappen. C'est-à-dire qu'il reste encore 2 tiers de saison à faire, qu'il y a eu qu'un tiers de saison où la McLaren n'était pas première, elle était seconde, seconde monoplace, c'est quand même pas non plus, il part pas de super loin. 2 tiers avec la meilleure des monoplaces, il y avait quand même de l'espoir pour 2024. Alors ça y est, la McLaren arrive au niveau de la Red Bull, voire même la dépasse, et je dirais même que c'est plus souvent le cas que l'inverse. Et oui, sauf que finalement, Verstappen termine l'année 2024 avec une marge plus conséquente en fin de saison que ce qu'il avait à la mi-saison. Alors là, pour certains, ça n'est pas étonnant. Moi, je dois être très honnête, j'en attendais clairement plus de McLaren, j'en attendais plus de Lando Norris, et je pense que même en attendait plus. Alors évidemment, dans tout ça, Verstappen est vraiment bien aidé par la remontée au Brésil, mais la remontée au Brésil, il se la doit. Et Lando Norris au Brésil, il part tellement loin devant Verstappen, et pourtant il finit si loin de Verstappen, avec au moins 2 erreurs qui coûtent très cher. Bon, de l'autre côté, en même temps, c'est un team qui a maintenant l'expérience de jouer le championnat, de jouer le titre, que ce soit constructeur ou pilote, et ce tous les ans, alors que McLaren, ça fait un moment en fait. D'ailleurs, je parle du team, mais on peut aussi parler des pilotes. Lando Norris n'a à ce moment-là jamais joué de championnat. Évidemment que tu peux faire 2-3 erreurs quand tu n'as jamais encore joué de championnat, ça peut se comprendre, malgré qu'il ait quand même acquis pas mal d'expérience. Verstappen à côté, c'est un monstre d'expérience. Alors oui, mais malgré tout ça, je trouve quand même qu'en 2024, on est resté un peu sur notre faim. Et c'est peut-être un petit peu ça le problème de McLaren, c'est que finalement, il n'y a rien qui est jamais mis tout bout à bout. Il manque toujours quelque chose. C'est-à-dire que même quand c'est bien, c'est pas parfait, c'est pas génial.
il nous manque toujours quelque chose. Bon, mine de rien, en 2024, il y a quand même 6 courses de gagnées, à eux deux, c'est quand même un quart du total des courses. C'est pas non plus exceptionnel. Bon, pour la majorité des autres bilans, on s'est quand même pas mal penché sur le côté hiérarchique et sur les bouleversements qu'il y a pu avoir en interne, qui ont pu avoir une incidence sur la saison 2025. Ici, pour McLaren, ça n'est pas le cas. On fait confiance à nos deux pilotes. Oscar Piastri, qui est arrivé assez récemment, il n'y a pas lieu de le changer. Il performe, il monte, il progresse au fur et à mesure des Grands Prix. Et de son côté, Lando Norris est dans le projet, il est bien inscrit depuis 2019. Voilà, il n'y a rien de plus à dire. Pas de changement, c'est de la stabilité. Voyons ce que ça peut donner maintenant sur 2025. Surtout qu'en fin d'année 2024, pour le coup, même si ça s'était pas vraiment montré après Imola, la fin de saison 2024, elle est clairement à l'avantage de la McLaren et la Red Bull accuse vraiment le coup d'au moins 2-3 dixièmes. Alors à ce moment-là, fin de saison 2024, on peut clairement dire et annoncer qu'il y a de l'espoir pour 2025. Alors oui, les espoirs sont grands, et d'ailleurs ils se confirment vraiment très vite. Sur les 6 premiers week-ends au total, il y a eu une seule victoire qui a échappé à une McLaren, c'était une Red Bull, c'était Verstappen, et c'était au Japon. Et pour remettre encore plus dans le contexte, la victoire au Japon, elle n'est pas anodine, il y a tellement de dirty air, la piste est assez courte, que finalement on a bien vu qu'on ne pouvait pas dépasser, et ça s'est vu aussi dans le midfield. Et Max Verstappen nous sort une pole sortie de nulle part, venue d'ailleurs, pour quoi 12 ou 14 millièmes? Donc oui, encore une fois, pour 12 petits millièmes, c'était encore une victoire de McLaren, et ça faisait 7 sur 7. Ouais. Bon, donc à ce moment-là, nous, on peut le dire, et il commence d'ailleurs à l'avouer sur le muret des sondes aussi, Verstappen est repoussé à 2, voire parfois 3 dixièmes, en qualification, mais surtout en course, en rythme de course, c'est surtout ça le plus important. Ouais, clairement, Verstappen ne joue plus le titre, et ce titre-là, il est déjà presque dans les mains des McLaren, dans l'une des deux McLaren. Alors au total, classement constructeur, c'est quand même 833 points. 833 points, c'est plus de 200 points d'écart avec ce qu'ils avaient réalisé en 2024. C'est dire de la performance. Bon d'ailleurs pour preuve, le titre il est acquis des Singapour, soit le 18e rendez-vous, 7 Grands Prix avant la fin. C'est dire de l'écart qu'il y a entre la MCL 39 et absolument toutes les autres monoplaces de la grille. C'est juste impressionnant quoi. Alors ne vous méprenez pas, on est quand même sur le 10e sacre de l'écurie, rien que ça. La perf pure, elle est juste immense. On a 12 victoires sur les 18 premiers Grands Prix, ouais, je vois difficilement comment ça aurait pu être vraiment beaucoup plus. Alors quand je dis ça, attention, je sais que ça peut être plus, on l'a vu avec la Red Bull par le passé et avec la Mercedes, mais quand je dis ça, ça aurait été difficile de faire encore plus, parce que les écarts de 2025 ne sont pas les écarts de 2023 ou de 2015. Cette année, les écarts sont extrêmement faibles, et c'est vrai qu'il y a certains Grands Prix où le 3 dixième de marge se réduit à peut-être 1 dixième. Et quand tu n'as plus que 1 dixième d'écart, quand tu mets pas tout bout à bout et qu'en face on le fait, ça peut vite changer. Et les écarts entre toutes les monoplaces sont vraiment très faibles derrière. Bon, au total, il y a 13 pole positions, et je compte même pas les courses sprint. Bon, ouais, c'est dire à quel point cette MCL39, en fait, elle est quasiment parfaite. Le truc, quand on dit qu'elle est quasiment parfaite, ou bien sûr qu'on pense que c'est un avion de chasse, et bien sûr que la Red Bull de 2023 ou que la Mercedes, par exemple 2020, en était un aussi. En effet, je viens de le dire, la différence, c'est que les écarts sont beaucoup plus faibles. Mais quand on dit qu'elle est quasiment parfaite, c'est parce qu'elle est juste bien née. Elle est totalement équilibrée, elle est saine, elle est facile à comprendre. Du coup, ce qui rend les réglages et les setups beaucoup plus simples. Performer dans ces conditions, c'est quand même beaucoup plus facile que quand tu te bats tous les week-ends, par exemple dans une Ferrari, la SF25, demander à Lewis Hamilton ou à Charles Leclerc. Mais là encore, ce n'est pas tout, parce que à la limite, avoir une monoplace qui est bien née, qui fonctionne bien, qui est facile à comprendre, qu'on amène quelques améliorations et que ça fonctionne toujours, ça ne suffit même pas encore. Et il y a aussi un autre point qu'on a parlé, notamment avec Mercedes, avec Aston Martin, et on peut le dire d'autres monoplaces, c'est qu'elle fonctionne bien partout et qu'elle est surtout extrêmement peu influente aux conditions. C'est-à-dire que la Mercedes, on ne la comprenait pas. Elle pouvait fonctionner des fois quand il faisait froid, ou même parfois quand il faisait chaud, et inversement parfois pas. Impossible de la comprendre. Cette McLaren, elle fonctionne partout, et elle fonctionne tout le temps. D'ailleurs, entre eux, c'est quand même assez partagé, c'est difficile d'établir un véritable avantage, c'est quand même plutôt équilibré. On est d'ailleurs sur l'un des duos les plus équilibrés de cette grille. On a un 13-10 et un 13-11 à l'avantage de Lando Norris. Quand on sait le nombre de saisons qu'il a, entre guillemets, d'avance sur Oscar Piastri, qu'il est dans le projet depuis bien plus longtemps, qu'il y a eu aussi 2-3 décisions, on y reviendra. 13-10, c'est même, j'ai presque envie de dire pour le champion du monde, pas tant élogieux que ça. Alors moi, je dois être honnête, je m'attendais plutôt, d'ailleurs, après qu'on ait passé Bahreïn, Imola, etc., je m'attendais plutôt à voir un 14-10 ou un 13-11 à l'avantage de Oscar Piastri. Finalement, c'est à l'avantage de Lando Norris. Quelque part, la logique est assez respectée au final. Bon, après, quelque part, on peut aussi se dire que ça se joue à vraiment pas grand chose. C'est une histoire de détails, et au final, est-ce que c'est pas ça qu'on cherche quand on regarde la Formule 1 ? Est-ce que nous,
on aime tous finalement les passionnés. Donc de toute manière, il suffit de regarder pour ça l'écart de points à l'arrivée, il n'est pas du tout impressionnant, donc ça reste assez serré. Et si on regarde encore plus du côté de la qualification, je dirais que c'est là où Lando Norris a vraiment pris un avantage sur Oscar Piastri cette saison, et où d'ailleurs il a su vraiment progresser. Voilà, j'ai été chercher 2-3 statistiques. Lando Norris se qualifie en moyenne à la 2,96 place, alors évidemment c'est la meilleure des positions, mais en moyenne à 2,96, là où Oscar Piastri est à 3,04, qui est la deuxième meilleure. Il n'y a quasiment aucun écart. Là encore une fois, on peut dire qu'en qualification, les deux sont extrêmement proches et vont chercher quasiment tout le temps ce qu'il y a de mieux à aller chercher de cette McLaren. Mais là encore, du coup, avec cette statistique, ça montre à quel point cette McLaren, elle est juste géniale, elle est parfaite à conduire. D'ailleurs, les pilotes le disent, ils remercient très souvent le team. Bah oui, parce que du coup, ça lui laisse quasiment aucun point faible. C'est la meilleure en gestion pneumatique, c'est la meilleure en rythme de course, c'est aussi la meilleure en qualification. Et donc, au final, et on est là pour ça, le bilan ne peut être que positif pour McLaren alors. Bah oui, il le serait si on aurait pu exploiter à 100% cette machine, et si ça aurait été le cas, allez, on va dire, sans être trop optimiste, 20 sur 24 des Grands Prix. Parce que oui, bien exploiter sa machine quand on est dans une McLaren ou quand on est dans une Alpine, c'est pas le même objectif que non plus. Oui, mais il y a quand même eu vraiment certaines limites, et cette partie va être quand même assez longue, il y a beaucoup de choses à dire. On va voir ça. Okay, let's go. Alors, maintenant qu'on a dit que dans un monde parfait, tout irait bien, que le rythme de course est génial, qu'elle dégrade très peu, qu'elle est la meilleure en qualification, qu'ils ont vraiment de l'avance en plus sur les autres, qu'est-ce qui pourrait mal aller finalement? Eh ben, si les performances sont très bonnes sur la piste, finalement, c'est en dehors que McLaren s'est le plus démarqué et qu'elle a fait le plus parler d'elle. Alors pour ça, faut retourner un petit peu plus tôt en Hongrie, en 2024. Vous vous en souvenez très bien, j'imagine, c'est la première victoire d'Oscar Piastri en Formule 1. Cette première victoire qui, mine de rien, elle est très nuancée par les décisions de McLaren, qui, par le point stratégique, ont fait que Lando Norris s'est retrouvé devant Oscar Piastri alors qu'il avait dominé de A à Z tout le week-end. Et là, pour le coup, c'est uniquement le choix stratégique de McLaren d'avoir fait placer Lando Norris devant Oscar Piastri. C'est évident que c'était une erreur, ils le savaient, ils ont donc demandé à Lando Norris de relaisser passer son coéquipier, sauf qu'à ce moment-là, il a commencé à faire le sourd. Et oui, il a attendu plus de 10 tours avant de répondre et d'opérer, donc ce qu'il a fait au final, et Oscar Piastri obtient sa première victoire en Formule 1. Et alors là, déjà, il y a deux éléments. La première chose, c'est enfin, première victoire de Oscar Piastri, très content, génial, très content pour Oscar Piastri, vous savez ce que ça veut dire, mais elle est quand même déjà vraiment entachée par le team, et ça c'est plus problématique, parce que tu obtiens ta première victoire, t'es content, parce que c'est avec ton team, celui qui te donne la chance de montrer ton talent en Formule 1, et finalement, t'as du mal à la sentir très propre cette victoire. Et de l'autre, t'as un Lando Norris qui commence à montrer un autre visage. Lando Norris, il est très connu pour être extrêmement team player. On l'a vu très longuement avec Carlos Sainz, où il a établi une connexion et une amitié qui est juste formidable, qui était géniale à suivre d'ailleurs. Et là, on a vu un autre côté de Lando Norris, parce que pour le coup, à ce moment-là, il ne joue pas vraiment grand-chose. Oui, évidemment, au vu du week-end, autant laisser des points à Oscar Piastri. Et en même temps, c'est McLaren qui se sont foutus tout seuls quelque part dans la merde, et ils y mettent tous les deux, et a fortiori, finalement, ils mettent les pilotes en danger eux-mêmes. Bon, finalement, après tout ça, on l'a dit, la saison passe et il n'y a pas grand chose de plus à aller chercher, on l'a dit, Max Verstappen finit de toute façon avec plus d'écart qu'il y en avait à la mi-saison, et globalement on retrouve une bonne complicité, puisque fin de saison, il y a de nouveau un swipe entre Oscar Piastri et Lando Norris, qui en plus n'était même pas demandé par le team, et là pour le coup on a enfin revu ce bon côté de Lando Norris, et on se dit, tout va pour le mieux, attendons 2025, laissez-les se battre comme vous le dites, et on pourra voir enfin une très belle saison de Formule 1 du côté de McLaren. Alors maintenant, si on revient du coup en 2025, et qu'on regarde un petit peu en termes de résultats ce que ça donne, déjà il y a un retard qui est pris tout de suite par Oscar Piastri qui fait extrêmement mal, un 25-2 en Australie, alors qu'ils partent tous les deux à la faute, c'est pas cher payé, Lando Norris s'en tire extrêmement bien, ça aurait pu mettre 0 point d'ailleurs pour les deux, 25-2, quand tu commences la nouvelle année, dur. Bon alors, oubliez tout ce que j'ai dit, parce que Piastri, juste après, il montre à tout le monde pourquoi il a autant dominé en Formule 3, en Formule 2. Il est clairement pas là pour enfiler des perles, il le montre. Il prend clairement le lead, il s'impose 4 fois sur 5 grands prix possibles. Il prend clairement le lead en interne, c'est lui qui est devant en qualification, c'est lui qui a le meilleur rythme de course. Il s'impose assez nettement et logiquement sur 4 des 5 prochains grands prix. La messe est dite. Vient ensuite un partage assez équilibré entre Imola et globalement l'Angleterre. Légèrement l'avantage de Lando Norris, mais trop rien, et j'ai même envie de dire rien de plus ou moins inquiétant pour Oscar Piastri, qui finalement continue de progresser, d'évoluer lui aussi d'ailleurs en tant que pilote, et d'encaisser quelques points sur Lando Norris, mais finalement pas tant, rien qui puisse vraiment inquiéter Oscar Piastri, quoi. Oui, mais juste après ça, vient de nouveau un week-end ultra parfait d'Oscar Piastri, puisqu'il encaisse 32 sur 33 points possibles à Spa en Belgique. Bon à ce moment-là, clairement on se dit que Piastri il a pris la tête, il va plus jamais la lâcher, jamais. Sauf que ce n'est pas tout, arrivent les Pays-Bas,
25-0, pour le coup c'est très malheureux, Lando Norris encaisse un DNF où il n'y peut rien du tout, la mécanique qui lâche, c'est malheureux, mais c'est comme ça fait partie du sport automobile. Donc ce qu'on a dit déjà en Belgique se renforce davantage après les Pays-Bas. Là clairement, Oscar Piastri a vraiment pris l'avantage, il a en plus l'avantage psychologique, parce qu'après pour remonter à 25-0, bon courage. Clairement, je ne vois pas à ce moment-là comment Oscar Piastri pourrait perdre la tête, sachant que à ce moment-là, on a passé 2 tiers de l'année, ça fait donc 2 tiers, où on peut le dire, Oscar Piastri domine son coéquipier Lando Norris, domine en qualification, domine en rythme de course, il a plus de points, que dire, il est juste pas du tout inquiété quoi. Ah là 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 là, et on arrive à ce moment dramatique, la bascule de la saison, on arrive à Monza, et je pense que j'ai pas besoin de retourner sur cet épisode-là, McLaren fait une erreur au pit, fait une erreur dans les box avec Lando Norris, lui fait perdre un temps fou, il ressort du coup assez largement derrière Oscar Piastri. On appelle Oscar Piastri à la radio, on lui demande de relaisser la position, et là je pense que c'est déjà une erreur monumentale, jamais un team n'aurait dû demander de faire ça. Je veux dire, je sais que beaucoup par exemple s'en sont plaints du comportement de Yuki Tsunoda, dernier Grand Prix, ont jugé l'action un peu antisportive, alors que dire, si ce que Yuki Tsunoda a fait en étant devant Lando Norris est antisportif, comment juger la décision d'une écurie de demander à son propre pilote de freiner, de ralentir, de laisser passer son coéquipier, simplement parce que eux ont fait une erreur dans les box. On n'est pas du tout sur un coup stratégique comme en 2024 en Hongrie. On est sur une erreur du team dans les box. Ça arrive, c'est la course. Et vous pourrez me dire, oui, mais en 2024, quelque part, la stratégie fait partie de la course. Je dirais même que fait partie clairement intégrante de la course. Et moi, je serais le premier à vous répondre, oui, en 2024, en Hongrie, même si je trouve ça chouette quelque part pour Oscar Piastri, il y a vraiment un second côté où je me dis c'est catastrophique même pour McLaren et aussi pour Oscar Piastri. Et là à Monza, même si Lando Norris avait montré finalement plus de rythme qu'Oscar Piastri durant tout le week-end, le leader du championnat, celui qui a le plus de points à ce moment-là et celui qui a globalement jamais été vraiment inquiété, si ce n'est à 2 grands prix, par exemple en Angleterre, c'est Oscar Piastri. Alors la décision là, elle apparaît comme vraiment très étonnante. Je veux dire, là, à ce moment-là, il y a clairement un parti pris. Alors pour moi, je sais que c'est pas le cas de certains, c'est clairement la bascule. Pour beaucoup, c'est Bakou. Pour moi, ça n'est pas le cas. Et pour preuve, je vais vous donner tous les résultats qui s'en suivent. Alors, s'en suivent un 15-5, un 6-0, un 15-12, un 18-12, un 25-10, un 33-10. La tendance, elle est totalement inversée. Oscar Piastri, après les Pays-Bas, avait clairement une mainmise sur ce titre et c'est McLaren qui a décidé de lui enlever. Alors attention, je sais que l'avis n'est pas partagé par tout le monde et vous avez le droit, vous avez tout à fait le droit, vous avez le droit de me dire ce que vous pensez d'ailleurs à ce sujet-là en commentaire, avec plaisir. C'est comme ça qu'on progressera tous ensemble. Mais celui qui, aujourd'hui, ne me dit pas que là, il n'y a pas eu un parti pris, et je suis désolé, c'est manquer d'objectivité. Pour le coup, c'est pas une statistique qui m'a semblé évidente d'aller chercher, mais je crois qu'à ce moment-là, Oscar Piastri, il a plus de 40 points d'avance sur Lando Norris. 40 points, on est quasiment à 2 victoires d'écart. 2 fois 25-0. C'est assez immense. Encore une fois, on a passé 2 tiers de l'année. Il a pas été inquiété jusque-là. Comment vous dire? Vous avez votre gars dans votre team qui était rookie il y a pas si longtemps, qui est en train de faire une saison formidable. Alors je sais, ça peut faire mal parce que finalement, celui qui était inscrit dans le projet depuis plus longtemps, c'est Lando Norris. Celui qui est anglais dans une écurie britannique, c'est Lando Norris. Le petit chouchou de Zak Brown, c'est aussi Lando Norris. Ouais, je sais. Mais là, quelque part, c'est clairement une décision antisportive en fait. Et alors attention, je suis pas du tout en train d'évoquer le fait monoplace A et monoplace B. On est chez McLaren, on sait très bien qu'il y a une équité à ce niveau-là, il y aura pas du tout un écart sur les monoplaces, et ça n'est pas non plus le team qui conduit à Bakou, qui cale, qui la met dans le mur en qualification, et qui la met également dans le mur au premier tour du Grand Prix à Bakou. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis simplement en train de dire que beaucoup, encore une fois, sous-estiment l'impact psychologique, l'impact mental, moral, va avoir sur le reste des résultats, et là, il y en a eu beaucoup quand même. Entre le choix à Monza, où d'ailleurs, j'estime qu'Oscar Piastri fait une erreur. Oscar Piastri n'aurait jamais dû laisser Lando Norris passer, et peut-être que s'il ne l'avait jamais fait, aujourd'hui il serait champion du monde. La fin justifie-t-elle les moyens? Je vous pose la question. J'ai mon avis sur la réponse, mais moi je pense qu'il n'aurait jamais dû le faire. C'est une erreur. Mais on peut aussi parler de Singapour. Singapour, certes l'action est au départ, et il y a quand même 2 touchettes de Lando Norris pour prendre la position sur Piastri, assez agressive. Alors de mon côté, je vois ça d'un bon oeil, parce que c'est vrai qu'on estime souvent que Lando Norris manque d'agressivité. Et à ce moment-là, il en montre. C'est bien. Mais c'est sur son coéquipier. Est-ce que c'est pas juste la seule chose que demandait McLaren pendant toute la saison? Et là pour le coup, ils prennent clairement pas parti. Enfin, au final, en ne voulant pas prendre de parti, ils le prennent, parce qu'ils disent clairement à Oscar Piastri, les commissaires ont dit que, alors nous, on prend pas la décision. Alors que finalement, quelques semaines plus tôt, quand eux-mêmes font une erreur, ils demandent à Oscar Piastri de le laisser passer. Et s'ils auraient vraiment fait les choses à 100% honnêtes, à Singapour, Norris, il lui demande de rendre la position. Et j'irais même plus loin, rappelez-vous de l'Angleterre. Comme quoi, on l'a toujours un petit peu vu, et c'était juste sous nos yeux. Quand les commissaires, pour le coup, ont décidé de mettre une pénalité à Oscar Piastri, vous vous souvenez, avec Max Verstappen sous la pluie. Là, pour le coup, Will Joseph et tous les autres
autres ingénieurs sur piste de McLaren avouent qu'ils ne sont pas d'accord avec la pénalité infligée à Oscar Piastri qui a été mise par la FIA. Ah ouais, ils ne sont juste pas d'accord avec la FIA. Ce à quoi Oscar Piastri finalement répond assez logiquement: si vous n'êtes pas d'accord avec la pénalité de la FIA, relaissez-moi passer et après laissez-nous nous battre. Et si Lando Norris est plus fort, il me battra. Oui, mais vous savez quoi? On est en Angleterre. McLaren est une écurie britannique, Lando Norris est un Britannique. Alors, on fait le choix de laisser Lando Norris devant. Moi, encore une fois, ça me dérange pas. Ça n'est pas un problème, si vous voulez, parce que quelque part, ça aurait été anti-sportif de le faire. Mais si tu ne le fais pas pour l'un, pourquoi tu le ferais pour l'autre? Voilà, je pense que sur ce sujet, à peu près tout est dit. De toute façon, si on regarde un petit peu la communication, quand on est dans la défense quelque part de Lando Norris, et quand on l'a été, ou pas d'ailleurs, sur Oscar Piastri, il y a clairement un 2 poids 2 mesures. Bon, et je l'ai même pas évoqué, mais ça me paraît évident, il y a eu aussi une énorme bourde faite. Alors attention, le moindre millième compte, et ça c'est beau de voir les écuries se battre pour aller chercher le moindre millième, le moindre dixième à tous les grands prix et d'essayer d'aller chercher tout le temps la moindre performance. Mais ce qu'ils ont fait à Las Vegas aurait pu avoir une incidence énorme. Le choix stratégique aussi qui a été fait au Qatar, enfin, le non-choix d'ailleurs stratégique au Qatar, aurait pu coûter très cher aux pilotes et en tant que team. Bon voilà, maintenant s'il faut conclure, évidemment que ça reste une très très belle saison du côté de McLaren. Il y a beaucoup de points noirs, on les a cités, mais ça reste mine de rien sur le plan comptable et sur le plan performance, une saison véritablement bien maîtrisée. Il y avait un tel écart sur la concurrence, il y avait 2-3 dixièmes d'avance, parfois même plus sur le reste du plateau. Ouais, c'est quand même vraiment très positif vu de là où il partait. Au début de l'ère effet de sol, on l'a dit en 2022, vraiment bravo. Okay, let's go. Alors pour le coup, on sait pas, encore une fois, pour McLaren comme pour les autres, ce que pourra donner 2026. On entend très souvent parler de Aston Martin, de Mercedes, notamment même d'Alpine. Moi je crois qu'il ne faudra vraiment pas sous-estimer McLaren. Je sais que ça ferait mal à certains, mais on peut très bien se retrouver de nouveau, et tout de suite pour le coup, avec une maîtrise de McLaren et une domination possible de McLaren. Maintenant, ce que j'espère et ce que j'aimerais voir, c'est une véritable équité. C'est-à-dire que le dire, c'est très bien, mais une égalité, ce serait mieux de le montrer quand même. Bah oui, parce que c'est pas le tout de le dire. Si tu nous prônes une égalité, en tout cas devant quasiment tous les médias, mais qu'en interne tu défends pas tes deux pilotes par parts égales à 50-50, autant ne pas nous le dire, et au moins ce serait juste pas hypocrite. Je préfère très honnêtement qu'il n'y ait pas d'égalité, c'est ok pour moi, aucune équité entre les deux pilotes, mais dis-le nous. Maintenant, et c'est peut-être ça qui me hype le plus, j'ai clairement envie de revoir le retour de Lando Norris. Alors c'est vrai que j'en ai pas tant parlé finalement dans cette vidéo, et que beaucoup vont croire que du coup je n'aime pas du tout Lando Norris. Non, ça n'est pas le cas. Ce que je déplore, et je l'ai dit du coup pour Oscar Piastri, si Oscar Piastri aurait été champion par les mêmes choix qu'ont fait McLaren, mais à l'encontre de Lando Norris, quelque part on aurait un peu été détesté Oscar Piastri. Et c'est ça le pire pour Lando Norris. Ce qu'il a fait cette année, c'est bien. Il a progressé sur les départs, il a fait des bien meilleures qualifications, il a eu un très bon rythme de course, il s'est surtout remis d'un impact psychologique du 25-0 de Pays-Bas. Franchement, moi personnellement, je le voyais vraiment à terre. Bravo champion, félicitations, sincèrement. Mais malheureusement, tout comme ça l'a été pour la première victoire d'Oscar Piastri, McLaren détruit un petit peu ce côté-là et terne clairement la saison et les succès de Lando Norris. C'est vraiment dommage. Mais j'ai vraiment très envie de le voir l'année prochaine, voir s'il arrive à aller chercher encore un peu plus, à être encore un petit peu moins brouillon sur les moments qui comptent vraiment, à faire un petit peu moins d'erreurs, voir s'il peut changer aussi dans la communication. Il a déjà beaucoup mieux géré la pression cette saison et j'ai surtout vraiment envie de voir ce duel Oscar Piastri, Lando Norris. Piastri va avoir envie de montrer que c'était lui le vrai patron cette saison 2025 et Lando Norris aura pour cœur de montrer que son titre, il le mérite à 100% et de le défendre. Bon voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vais noter aussi la saison de McLaren comme je l'ai fait pour toutes les autres équipes. Je vous invite à mettre pause et à me dire ce que vous en pensez vous en commentaire, à mettre votre note en commentaire, mais on peut quand même aussi parler un petit peu d'avenir. Oui c'est vrai, si ça ne s'estompe pas, Piastri pourrait très bien aller voir ailleurs, alors pas en 2026, mais en 2027 ou dans le futur proche. Oui, il y a peut-être de la place chez Aston Martin, chez Ferrari ou même chez Mercedes, qui sait, même peut-être Red Bull, alors à suivre. Bon et donc pour finir avec cette note, je dirais que c'est dommageable parce qu'on pourrait être sur un magnifique 9 sur 10, parce que sur le point comptable c'est une très belle performance. De là où ils reviennent et sur l'air à effet de sol, bravo, vraiment félicitations, cette McLaren, elle est juste géniale, elle est bien née, elle est forte partout. Les pilotes ont globalement fait une belle saison, même s'il y a encore pas mal d'erreurs. Moi je leur mettrais un 6 sur 10. Allez, peut-être un 7 sur 10. Mais il y a trop de choses. Il s'est passé trop de choses en interne, trop de choix, trop d'erreurs, trop de choses brouillonnes. Et quand t'es champion du monde, clairement, ça ternit un petit peu, quoi. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. On en a enfin terminé avec tous ces bilans. J'espère qu'ils vous ont plu. Si le concept vous plaît, encore une fois, allez liker cette vidéo. Si c'est toujours pas fait de ton côté, écoute, je te laisse t'abonner. Si t'as aimé ce bilan et que t'aimerais le voir ceux des autres écuries, que ça n'est pas le cas, je te laisse aller les voir. De votre côté, profitez du temps libre. On a tous hâte de se retrouver en 2026, mais profitez des fêtes si vous regardez cette vidéo à ce moment-là. Profitez de votre famille, la santé, tout ça. Et on se retrouve très bientôt. Ciao!